Alors, ce que je souhaiterais, le but de cet exposé, c'est de vous apporter des bases, à la limite indiscutables. Comment est construit notre corps? Comment fonctionne-t-il? Bon, une fois que vous faites des recherches là-dessus, eh ben, vous savez comment ça fonctionne. On ne fonctionne pas comme un lapin, on ne fonctionne pas comme une vache. L'homme a un fonctionnement particulier. Son système digestif a été construit pour digérer certaines choses et dans un certain sens. Et puis, donc on va regarder aussi dans le détail comment fonctionne le système digestif. Je vous donnerai ensuite les différents types d'aliments, protéines, glucides, lipides, vous connaissez déjà un petit peu. Et puis on va voir si les protéines, quand on les mange, vont être digérées où, les glucides où, et donc ça nous permettra de définir un certain nombre de bases. Donc voilà, si j'arrive à vous faire passer ces bases, ce sera pas mal. Alors, donc ça, passons, parce que c'est tout le détail, et si vous lisez tout ça, vous allez être écœuré tout de suite. Oui, alors ça c'est un collègue, vous voyez, Nespolo de l'université de Metz. Voilà, il avait un montage aussi où j'ai trouvé ça drôle. Bien. Bon, on ne va quand même pas accuser les médecins de tout. Il y a d'autres responsables que les médecins, qui ne font qu'appliquer ce qu'on leur a appris. Et puisque les lobbies leur imposent dans leur cabinet à longueur de journée. S'il te plaît. Alors, qu'est-ce que la santé? Ça, c'est peut-être une première chose à définir. Quand sommes-nous en bonne santé? La définition de l'OMS, la santé est un état de bien-être physique complet, mais il rajoute aussi mental et social. Donc vous voyez que ça, ce sont deux aspects aussi très importants pour notre santé, et ne consistent pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, comment diagnostiquer un état de santé? Alors là, je vais déjà beaucoup insister sur les signes extérieurs, parce que ça, c'est facile à voir. L'aspect de la peau, si vous avez des boutons, si vous avez des rougeurs, ça signifie quelque chose. Les cheveux, ça vous le savez, hein, je ne fais que rappeler des choses. L'état des ongles, alors il y a des livres aussi là-dessus sur les ongles. De l'haleine, si vous avez une haleine qui est pas très fraîche, c'est qu'il y a un problème. Les transpirations. Et alors là, j'ai mis ça en rouge parce que c'est très important et ça donne beaucoup d'informations. L'état et la fréquence des selles et des urines. Alors on commence à trouver aussi maintenant sur Internet des sites qui vous expliquent comment doivent être les selles et puis si elles ont telle forme, telle couleur, ça montre tel ou tel problème. Vous savez bien que les propriétaires de chiens, pour savoir si le chien est en bonne santé, ils regardent les crottes. Et puis là, on voit tout de suite si tout va bien. Eh bien, nous, c'est pareil. Alors, n'hésitez surtout pas à bien regarder et à regarder aussi la couleur de vos urines. S'il vous plaît. Ensuite, il y a des signes intérieurs. Alors, le silence des organes. En principe, si vous ne ressentez rien, s'il n'y a pas de douleur, en principe, ça va bien. L'apparition de la douleur annonce souvent que quelque chose commence à se dégrader. Et alors, dans les médecines naturelles, on parle de cette dégradation en 3 étapes. Ça commence par une irritation, et puis si on ne prend pas de remède, ça passe à l'ulcération, et si on ne fait toujours rien, c'est la tuméfaction. Et alors j'en parle savamment parce que j'ai commencé à avoir cette dégradation. On va en reparler parce que je buvais du lait. Je vous annonce déjà maintenant que le lait n'est pas un aliment d'adulte. Et le lait de vache n'est pas fait pour l'homme. Alors là, j'insiste, hein, parce que j'en ai souffert personnellement. La notion de terrain. Donc ça, je pense que vous sentez aussi ce que peut être cette notion de terrain. Nous avons tous un terrain particulier. Et alors l'important, c'est que les microbes et virus qu'on accuse de tout,
Et ils ne viennent s'installer que sur des terrains bien particuliers. Et alors, je vous annonce déjà dès le début, parce que je n'y crois pas, microbes et virus, et puis je ne suis pas le seul, hein. Microbes et virus ne sont pas responsables. Ils sont présents souvent sur des terrains déséquilibrés. Mais il faut chercher la cause du déséquilibre. Et ce n'est pas la petite bête qui est responsable. Et donc ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques, de prendre des choses pour les exterminer. D'abord, vous n'arriverez pas à les exterminer, parce qu'ils arrivent à changer de forme. Et puis, n'étant pas responsable, vous ne guérirez rien, vous ne changerez rien. Donc il y a aussi des prédispositions génétiques, ça il faut bien le reconnaître. Alors certains disent à peu près 50% de l'état de votre terrain, ben, vous l'avez hérité de vos géniteurs. Et puis il y a surtout les conséquences dues à nos comportements. Et puis pour mesurer la valeur de notre terrain, ben, vous avez toutes les analyses biologiques et toute l'imagerie médicale qui a fait beaucoup de progrès. Donc tout ça, ça sert. Alors j'ai aussi une technique inventée par le professeur Vincent qui s'appelle la bioélectronique Vincent. Alors je me bats depuis, ça doit faire 30 ans. Mais la médecine officielle, il y a eu quelques exemples dont je parlerai tout à l'heure, mais ne veut pas en entendre parler. C'est trop simple. Ça ne coûte pas assez cher. Et ça, je le dirai souvent ce soir. Alors, je parlais des selles. Alors, parlons tout de suite neuroposture. Alors, il y a cette dame, Julia Enders. C'est une étudiante en médecine allemande. Je pense qu'elle a dû terminer sa thèse là maintenant. Et qui a sorti ce livre extraordinaire parce qu'écrit avec beaucoup d'humour et puis qui vous explique les choses à la fois scientifiquement et puis avec beaucoup d'humour. Donc ça passe évidemment beaucoup mieux. Donc voilà, en ayant les genoux plus hauts que le bassin, eh bien il semblerait, d'après ce qu'elle dit, ça a été fait par des radios, il semblerait que l'intestin, enfin la fin du côlon, est dans une bonne position pour pouvoir mieux éliminer. Voilà. On ne va pas insister plus. Alors, la prise alimentaire répond aussi à une triple demande. Et ça, il faut y penser. Alors, il y a à la fois, et la médecine officielle ne pense qu'à ça, à la demande énergétique. On mange parce qu'il nous faut des calories. Et puis, il nous faut des matériaux, ça on va le voir aussi, pour construire notre structure et puis pour l'entretenir. Ensuite, il y a une demande, avec un nom barbare, hédonique. Dans l'alimentation, il y a aussi le désir et le plaisir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes des humains, pas des animaux. Encore que les animaux, je pense qu'ils doivent éprouver du plaisir aussi dans l'alimentation. Mais enfin, chez l'homme, donc, quand quelqu'un a des problèmes avec l'alimentation, il ne faut pas oublier cette demande hédonique. Et puis, il y a aussi... psychologiquement ou culturellement un certain nombre de connotations, des questions d'éthique, des implications spirituelles, et puis l'aliment sert souvent de compensation parce qu'on a des problèmes personnels qu'on ne peut pas régler, et on compense dans l'alimentation. Donc voilà, l'alimentation c'est tout ça. Alors rapidement, l'évolution de la notion d'alimentation. Donc dans les années 50, on parlait d'alimentation rationnelle et c'est à ce moment-là qu'on a inventé le modèle de la calorie et qui a été scientifiquement mesuré, c'est très facile à faire et on sait aujourd'hui que tel aliment, il y a tant de calories ou de kilocalories par gramme. Donc ça c'est une donnée importante. Alors il ne faudrait pas aujourd'hui ne raisonner que en termes de calories. On va voir qu'il y a d'autres aspects. Dans les années 60, eh bien, c'est l'accès à la modernité, commencent à apparaître les supermarchés, des produits alimentaires nouveaux. Alors, je pense que l'agroalimentaire a dû commencer à se dire qu'il y avait du fric de l'argent à se faire. Des produits nouveaux à préparation rapide. En 70, cuisine nouvelle, il faut manger léger. Et puis c'est là que sont apparus aussi, grâce aux chimistes, merci, j'en suis un, l'apparition des colorants, des hormones, des additifs. Alors vous savez qu'on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a des additifs dont il a été montré qu'ils sont toxiques, et franchement toxiques.
apparition des angoisses alimentaires. En 80, culte du corps, programme global de remise en forme, aérobic, jogging, les aliments allégés, plus de graisse, les suppléments vitaminiques. En 90, concept d'aliment santé. Là, c'est aussi une évolution importante. Et on parle de, tout doucement, d'alicaments, construction de aliments, médicaments. Donc ça apporte des nutriments, ça apporte des sels minéraux, des oligo-éléments. Il faut manger sain, léger, équilibré, et puis rester mince. Alors le culte de la... Bref. Année 2000, responsabilisation des individus. Alors ça c'est nouveau aussi. Parce que, comme on le disait à l'instant, très longtemps, dès qu'on allait mal, c'était la faute d'un microbe, d'un virus, d'une bactérie. Et là on commence à dire que pour les problèmes liés à l'alimentation, l'individu il a quand même sa responsabilité. Parce que c'est vous qui choisissez votre alimentation. Donc mon comportement alimentaire a un effet sur ma santé. Et ça, je pense que vous en êtes conscient. Donc j'exige maintenant des alicaments sûrs. J'exige un droit à l'information. Donc vous avez les étiquettes maintenant où il y a plein de choses inscrites. À la traçabilité, à la sécurité alimentaire, le principe de précaution, qui n'est pas toujours tout à fait respecté. Alors sont arrivés là-dessus aussi la vache folle, les pesticides, les OGM, l'obésité de l'enfant et qui progresse de façon phénoménale, épidémie de diabète qui progresse aussi de façon phénoménale, les cancers, on prétend que c'est stabilisé, mais ce n'est pas vrai du tout, ça continue à progresser, et ce que dit le professeur Bellepomme, cancérologue français réputé, parisien, presque à la retraite, vous aurez remarqué que les profs de médecine, c'est quand ils sont proches de la retraite ou à la retraite, c'est là qu'ils osent s'exprimer. Parce que l'ordre des médecins paye. Progression des cancers. Alors, professeur Bellepomme est scandalisé de voir que des enfants, donc des individus de plus en plus jeunes, sont atteints par des cancers graves. Et il dit que ça, c'est pas normal et que c'est un signal d'alarme extrêmement grave. Le stress oxydant, ça on en parlera peut-être un petit peu. Les maladies neurodégénératives, vous connaissez, Parkinson, et puis Alzheimer, etc., etc. Et la dépression des défenses immunitaires. Alors sachez que tout un gros bouquin a été écrit par un prof de médecine américain qui démontre que le sida n'est pas dû à un virus. Alors ça va vous choquer, mais est dû à la dépression des défenses immunitaires. C'est-à-dire que les premières personnes qui ont été touchées par le sida étaient des gens qui commençaient à user, mais alors fortement, de drogue. Et alors les défenses immunitaires sont complètement déprimées, et là-dessus, dès que c'est déprimé, vous avez plein de petites bêtes qui trouvent que le terrain commence à devenir sympa. S'il te plaît. Alors, le droit à l'information, puisqu'on veut être informé, on nous dit beaucoup de choses, plein de choses. Les matières grasses partiellement hydrogénées, ça veut dire quoi? Les acides gras saturés, insaturés, trans. Les acides aminés, fonction acide-amine. Les sucres, les glucides, les saccharides, les hydrates de carbone. Les espèces hydrophiles, lipophiles. Les perturbateurs endocriniens. Le stress oxydant, les antioxydants, l'équilibre acide-base, tout ça c'est de la chimie. Donc si on veut comprendre ça, malheureusement, je vais faire appel à un peu de chimie. J'espère que ça nous aidera à progresser un peu. Alors on ne va pas faire un cours de chimie où on va expliquer la structure des molécules, ça n'est pas, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Mais sachez simplement qu'une molécule est constituée de plusieurs atomes qui sont raccrochés les uns aux autres. Et c'est extrêmement petit, même au microscope électronique, vous ne pouvez pas voir de molécules. C'est de l'ordre du nanomètre. Donc c'est très très petit. Donc évidemment, on est obligé de faire appel à de l'imagerie pour essayer de nous rendre compte des structures électroniques. S'il te plaît. Alors, quel est le rôle de la digestion? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça.
Ce que l'on mange, en général, ce sont des aliments extrêmement complexes, dont la structure est très très complexe. Et alors qu'ils vont nous apporter un certain nombre d'éléments, pour profiter de ces éléments, ben, il va falloir tout casser, tout dégrader en constituant élémentaire. Et une fois qu'on a les petits morceaux, eh ben, on va se les arranger selon la matière humaine, selon ce que nous, humains, nous avons besoin. Donc quand vous prenez un steak, un bon steak, eh bien, le steak, il faut le dégrader, récupérer les acides aminés, et puis construire de la chair humaine. Donc on commence à casser. Et alors vous verrez que dans notre système digestif, eh bien, c'est surtout de la casse. On fait beaucoup de casse. Et on récupère les morceaux, notamment au niveau des intestins, qui passent ensuite dans le sang pour pouvoir être récupérés et distribués dans les cellules qui vont reconstruire notre matière avec ça. Donc voilà, ces molécules complexes, il faut qu'on en récupère des molécules simples. Et alors une partie de ces molécules simples, on va les utiliser, comme je le disais à l'instant, pour construire, pour synthétiser notre propre matière humaine. Et puis, pour faire ça, il faut de l'énergie. Comment faire de l'énergie? Eh bien, on va casser, dégrader une partie des molécules simples, et puis on va envoyer tout ça dans les... C'est un nom qui vous dit peut-être aussi un peu quelque chose, on en parle de plus en plus, les mitochondries. Bon, c'est encore un nom barbare, je vous expliquerai rapidement comment ça fonctionne. Mais c'est la petite, la petite centrale énergétique qui se trouve dans les cellules. Chaque cellule a plusieurs mitochondries, donc plusieurs centrales énergétiques. Et puis il paraît qu'en ce moment, elles ne fonctionnent plus trop bien. Enfin, c'est une école qui défend ça aussi. Et alors la mitochondrie, en utilisant l'oxygène de l'air qu'on fait arriver par nos poumons, dégrade les squelettes carbonés. Alors là, je suis obligé de faire un peu de chimie parce que toutes les molécules sont cassées en molécules simples, en acétate, qui comportent 2 atomes de carbone. C, c'est le carbone. H, c'est l'hydrogène. O, c'est l'oxygène. Voilà. Et les carbones vont être dégradés en CO2 qu'on va éliminer. Les hydrogènes vont donner, grâce à l'oxygène, de l'eau. Et puis tout ça, ben, ça dégage pas mal d'énergie qui va être utilisée pour construire. Donc voilà. Donc on va surtout regarder ce soir ce qui se passe ici, dans la dégradation, pour comprendre ce qui se passe. Puis si vous avez compris, je reviendrai pour vous parler. Mais là, il faut faire de la chimie. Alors, classification des aliments. Ça, c'est un premier point important. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Les protides ou protéines, on va plutôt dire protéines. Les lipides, donc les huiles et les graisses, et les glucides. Les glucides qu'on va surtout trouver dans les sucres, les farineux, les féculents, les céréales. Je vais dire beaucoup de mal de cette famille-là ce soir. Donc je vous prépare psychologiquement. Et je vous expliquerai chimiquement pourquoi. Les protéines, eh bien, ce sont des éléments de structure. Donc on a absolument besoin de protéines pour toutes nos structures, tous nos organes vieillissent aussi. Il faut renouveler les différents tissus. Donc il nous faut aller chercher des acides aminés chez les protéines étrangères qui peuvent être animales, qui peuvent être végétales. Alors le petit problème parfois, c'est que les protéines végétales risquent parfois de manquer de ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. Parce qu'il y en a que notre foie sait construire, mais il y en a que nous ne savons pas construire et que nous sommes obligés d'aller chercher pratiquement tous les jours dans l'alimentation. Donc les glucides, on va voir tout ça. L'eau, c'est évidemment un aliment important, sur lequel je vous dirai quelques mots aussi. Et puis il y a toute la famille des micronutriments, c'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin en grande quantité, mais en petite quantité, il nous les faut. Vous savez déjà, les vitamines, certains minéraux, oligo-éléments. Alors quelle est la différence entre minéraux et oligo-éléments? Les minéraux, c'est en des quantités de l'ordre du gramme. Les oligo-éléments, il suffit d'en avoir un tout petit peu. Et puis il y a les polyphénols et les antioxydants. Ça, oui, on en parlera simplement en passant.
Sachez qu'au niveau recherche, à l'université, j'ai beaucoup travaillé sur polyphénol et antioxydants, et sur le stress oxydant. Alors on y va. Protéines ou protides, donc éléments de structure de nos organes et de nos enzymes, parce qu'il faut aussi qu'on entretienne nos enzymes. Une protéine, eh bien cette image, on la doit à Joël de René en 1966, très bonne image. Ce sont des acides aminés. Alors il y a une structure là avec une partie acide, une partie amine, et puis ça s'accroche. Donc une protéine, c'est un train d'acides aminés. Or, la structure de base, les acides aminés, que l'on veut récupérer pour construire nos propres protéines, donc vous comprenez qu'il va falloir casser ce train et récupérer tous les petits morceaux. Et puis pour casser ça, ben, c'est relativement difficile, et c'est dans l'estomac que ça va se passer, et vous comprendrez pourquoi dans l'estomac on sécrète beaucoup d'acide. C'est pour casser ça, on n'a pas le choix. Alors ça c'est de la chimie, vous vous affolez pas. Donc voilà une fonction acide, une fonction amine, ça réagit ensemble et ça donne cette liaison très solide. C'est pour ça qu'on aura du mal à la casser. Et alors forcément, vous voyez que ce premier acide aminé, eh bien, l'amine restera libre, et puis ça va continuer, et le dernier, la fonction acide, sera libre. Alors par convention, pour définir une protéine, eh bien, on va énumérer l'accrochage des différents acides aminés. Ils ont tous maintenant c'est très simple, c'est une lettre. Et puis on commence à décrire par l'acide aminé qui a l'amine libre, et on termine à celui-là. Bon, ça c'est juste un petit détail. Alors voilà quelques exemples. Voilà une hormone que l'on fait au niveau de nos surrénales. Donc vous voyez, on décrit les différents acides aminés qui sont accrochés les uns aux autres. Voilà. Et on commence par ici, donc là il reste une amine, et puis là il y aura un acide. Et puis vous voyez que l'insuline, c'est pareil, c'est une série d'acides aminés, une première chaîne, une deuxième chaîne, et elles sont accrochées toutes les deux par du soufre. Donc ça, retenez aussi que de temps en temps, il faudra, au niveau alimentation, un peu de soufre. Alors on trouvera ça dans l'ail, oignon, poireaux. Alors lorsqu'on construit ce train d'acides aminés, eh bien il se trouve que il a tendance ce train à se mettre sous forme d'hélice. Et tout simplement parce qu'à un certain endroit de ce train, il y a une fonction qui réagit, qui s'accroche avec un autre endroit. Donc ça maintient la structure en hélice. Donc, première structure importante, il n'y en a que deux. Première structure importante, structure en hélice. Alors là, vous voyez par exemple, c'est la myoglobine, donc où il y a l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. Ben voilà la tête de la myoglobine. Vous voyez que c'est une hélice et qui prend encore une forme particulière dans l'espace. Eh bien, l'ensemble de la protéine, c'est cette forme. Et vous voyez que c'est décrit par le début où il y a l'amine libre et puis la fin où il y a l'acide libre. Donc vous voyez que comme ça, on peut définir très facilement les protéines. Alors, point important, une protéine de structure, pour pouvoir jouer sa fonction, doit avoir une forme bien précise. Si vous avez des facteurs extérieurs qui viennent perturber sa forme, ils vont perturber son fonctionnement. Très important, parce qu'il y a plein d'additifs, de machins et de trucs qui viennent transformer, modifier les formes et qui donc mettent le bazar dans le fonctionnement de notre organisme. Donc il faut être conscient de ça. On est à une période extrêmement délicate et difficile où on nous empoisonne à longueur de journée. Et je pèse mes mots, je vous montrerai un journal qui l'affiche aussi. Et il y a une deuxième forme qui est possible, donc il y a à la fois l'hélice et puis cette structure relativement plane que l'on dit en feuillet. Donc c'est pratiquement les deux formes. Voilà une bonne
expression, description d'une protéine. Et vous voyez que même sur le feuillet, on met cette fameuse flèche, puisque je vous ai expliqué qu'on part du morceau où il y a la mine libre, et puis on décrit en allant jusqu'à l'autre bord. Donc là, vous voyez, vous avez des hélices et des feuillets. Alors ça, c'est intéressant. Les maladies à prions, c'est marrant, on n'en parle plus du tout. Alors je ne sais pas ce qui se passe, est-ce qu'on ne maîtrise rien? Mais toujours est-il que cette équipe de Prusiner, j'ai oublié de mettre la date, a publié ça. Et alors la protéine en question qu'il a étudiée, ici à gauche, ça c'est la forme normale. Donc vous voyez que c'est surtout la partie verte en hélice et la rouge en hélice. Et dans la forme qui est en principe infectieuse, eh bien, ce sont des feuillets. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Alors où trouve-t-on les protéines? Ça, vous le savez sans doute déjà un petit peu. Dans la viande, le poisson, dans les œufs. N'oubliez pas les œufs, c'est un aliment extraordinaire. Parce qu'un œuf, c'est susceptible de donner naissance à un organisme vivant. Donc vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut, y compris les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, etc. Et puis, disons-le tout de suite, c'est pas le cholestérol qui est dans les œufs qui va vous faire du mal. Parce que plusieurs écoles expliquent maintenant que le cholestérol dont l'homme a besoin, il se le fabrique dans son foie. Je vous montrerai comment. Et ce que vous avalez, si c'est vraiment en trop, il trouvera le moyen de les éliminer. Donc pas de panique. Excusez-moi. Oui. Je me permets. Mais dans l'œuf, par exemple, si on le cuit, la structure des... Oh, si vous le cuisez, oui. Mais comment on le casse? Comment on le casse pour récupérer les morceaux? C'est pas gênant. C'est pas gênant. Non, avaler un œuf cru, non, j'arrive pas. Non, pas d'affolement. Dans les fromages, dans les légumineuses, haricots, pois, fèves, lentilles, soja, arachides, voilà. Dans tout ça, il y a des protéines. Donc ceux qui ne veulent pas faire appel aux animaux, ils peuvent faire appel évidemment aux produits végétaux. Mais en s'assurant qu'ils s'approvisionnent en tous les acides aminés essentiels. Ah je le dis en dessous, voilà. Ok. Ensuite, les lipides. Alors le mot lipide, il faut peut-être retenir un peu parce qu'il y a beaucoup d'autres mots qui ont été construits à la base de ça. Donc c'est surtout les huiles et les graisses. Et la même chose, on va trouver des huiles et des graisses à la fois chez les végétaux et à la fois chez les animaux. Alors à quoi servent huiles et graisses? Eh bien, d'une part, ils servent pour construire nos structures cellulaires. Ils sont aussi la base de certaines structures d'hormones que l'on fabrique. Et puis ce sont aussi et surtout, les graisses, des réserves énergétiques. Donc je vous annonce dès maintenant que l'organisme est parfaitement capable, il pourrait ne se nourrir que de graisse. Je sais que je vais encore vous choquer, parce qu'il sait dégrader les graisses pour tirer de l'énergie. Donc les graisses pourraient remplacer les glucides. On va en reparler. Alors, pardon pour un peu de chimie. Donc par exemple les acides gras saturés, c'est une chaîne comme ça d'atomes de carbone accrochés les uns aux autres. Ici on a la partie d'où vient le mot acide gras. Alors gras, parce que des longues chaînes comme ça, de lipides, eh bien ça fait partie des corps gras. Alors dans cette représentation, on préfère celle-là. On est un peu feignant en chimie, on ne va pas réécrire à chaque fois des carbones et tous les hydrogènes qu'il y a partout. On sait que par convention, toutes les liaisons qui manquent, c'est des hydrogènes. Donc ça c'est de l'acide par exemple stéarique à 18 atomes de carbone. Les acides gras en principe ont toujours un nombre pair d'atomes de carbone. On va aussi comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors voilà un autre. Alors on parle d'acides gras saturés et insaturés. Alors insaturé, c'est quand il apparaît, ça vous pouvez comprendre, une double liaison.
eh bien, cette double liaison, c'est ce qu'on appelle une insaturation, et ça a son importance aussi dans la structure de nos cellules. Alors les acides gras, en principe, pour les transporter dans le sang, parce que, premier problème, pour transporter du gras, qui n'est pas soluble dans l'eau, le transporter dans l'eau. Ah, le créateur, qu'est-ce qu'il a inventé pour pouvoir faire ça? Parce qu'il faut le faire. Donc il a trouvé une astuce. Ben, première astuce, il accroche 3 acides comme ça sur du glycérol, et ça donne ce que vous connaissez, les triglycérides. Et d'ailleurs, on vous fait doser vos triglycérides régulièrement. Et ces triglycérides, bien, il y a d'autres protéines qui viennent se greffer autour et qui, elles, sont plus ou moins solubles dans l'eau et qui transportent à ce moment-là ces triesters du glycérol. Donc c'est une bonne façon de transporter les acides gras, saturés ou insaturés. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ce petit montage là. Donc un acide gras saturé, ben, il va avoir cette tête-là. Donc ici en haut, il y a la partie acide, et puis cette chaîne en zigzag. Voilà. Et puis sachez que tout ça, ça tourne. Donc un acide gras saturé, pas de problème. Un acide gras insaturé. Alors, encore un peu de chimie. Quand on a une double liaison, les 2 groupes qui sont sur la double liaison sont soit de part et d'autre, et on appelle ça une double liaison trans. Vous vous rappelez les acides gras trans dont on parle, hein? Et puis il y a les cis. Les naturels qui n'ont pas été bricolés par les industriels sont cis. Et alors quelle est la différence? Alors là j'ai un trans, vous voyez, ça, quand ça tourne, ça reste pratiquement dans un plan. Et quand c'est cis et que ça tourne, ça prend déjà beaucoup plus de place dans l'espace. Et quand on verra tout à l'heure que ces acides gras vont être insérés dans les membranes cellulaires, eh bien les cis vont venir apporter de la mobilité, de la fluidité des membranes, alors que les trans vont rendre les membranes beaucoup plus rigides. Et ça, c'est pas bien. Donc les industriels, quand ils bricolent, il suffit de chauffer des acides gras cis ou d'hydrogéner. Alors ça, c'est pour transformer les doubles liaisons en liaisons simples, donc pour faire avec des insaturés, faire des saturés. Parce que les saturés ont une température de fusion plus haute. Ben, regardez les margarines, en général, c'est fait avec des acides gras hydrogénés. Parce qu'en hydrogénant, eh bien, ça permet d'avoir une margarine qui reste dans le pot. Hein. Alors, j'aborde tout de suite une autre notion, c'est que plus il y a de doubles liaisons, et plus ça fond à des températures basses. Les poissons qui ont comme constituants des acides gras polyinsaturés sont surtout dans les mers froides. Ah ben oui, on comprend maintenant. Si les acides gras polyinsaturés doivent rester suffisamment souples à température basse, eh ben, il faut qu'il y ait plein de doubles liaisons. Voilà. Donc c'est pas par hasard qu'on va chercher les polyinsaturés, soit dans des végétaux, mais si on va chez les animaux, il faut aller chercher des poissons des mers froides. Puis je vous dirai des choses sur les poissons aussi, on raconte beaucoup au niveau pollution, c'est une horreur. Alors voilà pardonnez-moi aussi, c'est une représentation chimique du cholestérol. Alors, le cholestérol, le gros intérêt, c'est que toute cette partie de là jusque là, c'est extrêmement rigide. Et puis là, il y a une petite queue un petit peu fluide. Et le rôle du cholestérol, on va voir tout à l'heure que c'est aussi pour jouer sur les stabilités des membranes cellulaires. S'il te plaît. Alors voilà là, une structure de membrane. Alors je sais que ça va vous faire peur un peu. Alors en principe, on va passer au suivant, je crois que c'est plus lisible. Voilà. Il y a une espèce de boule avec deux petites queues là.
Et puis toutes ces boules et queues sont associées, assemblées, accrochées les unes aux autres. Et puis il y a une deuxième couche dans le sens inverse, parce que tout ce qui est, alors on appelle ça lipophile, tout ce qui ressemble à un lipide, les lipides ont des affinités pour eux, alors que les parties hydrophiles, elles sont à l'extérieur. Donc voilà comment sont constituées les membranes. Et alors ces membranes, eh bien avec tout ça, il faut à la fois que ce soit un petit peu rigide, mais pas trop rigide, donc un peu de souplesse. Alors pour ça vous montre bien, vous voyez, que si vous avez des doubles liaisons trans, eh bien tout ça c'est tout droit, et donc ça va bien s'accrocher les uns aux autres, et ça va être très rigide. Alors que si vous avez des doubles liaisons cis, vous voyez que c'est courbé, et donc ça va prendre plus de place dans l'environnement, et donc ça va apporter de la souplesse. Et le cholestérol, lui, il va se coller aussi dans les membranes cellulaires, et lui, il apporte de la rigidité. Donc l'organisme, il joue avec tout ce qu'il a sous la main pour avoir une bonne souplesse, bonne rigidité. Donc le cholestérol a un rôle important dans la rigidité des membranes cellulaires. Mais il a d'autres rôles très importants. Alors voilà, il y a une très très belle réaction chimique qui permet à partir de squalène, comme son nom l'indique, que vous pouvez trouver dans l'huile de foie de requin, je pense, et bien ce squalène, par une réaction relativement simple, vous arrivez à le cycliser et à faire du cholestérol. Donc le foie, il n'a aucun problème pour se construire son propre cholestérol. Donc pas d'affolement. Et alors vous voyez ce qui est caractéristique de ce cholestérol, vous voyez ces 4 cycles là, 2 fois 3 et 2 fois 6 carbone et 1 fois 5. Alors regardez ici la structure de certaines hormones, eh bien vous retrouvez exactement la même structure. Eh bien notre corps fabrique ces hormones à partir du cholestérol. Beaucoup plus facile. Donc le cholestérol a un rôle extrêmement important pour que notre corps fabrique ses propres hormones que l'on dit stéroïdes. Donc il ne faut pas hésiter à manger du cholestérol. Et alors on raconte maintenant que il y a toute une histoire sur le cholestérol. Les statines, on en voit plein les journaux. Alors ce monsieur a écrit ce livre extrêmement intéressant, je vous le conseille. C'est un médecin qui a fait beaucoup de recherches, cholestérol, mensonges et propagande. Il y en a eu d'autres, et qui démontrent que notre organisme synthétise tout le cholestérol dont il a besoin, et donc à la limite, on n'est pas obligé d'aller en chercher ailleurs. Mais si on en avale qui vient d'ailleurs, ce n'est pas un drame. Et moi je reste persuadé, parce qu'on ne nous dit pas tout, je reste persuadé qu'il est, je pense, normal que quand on prend de l'âge, on ait des taux de cholestérol un petit peu plus élevés. C'est une affirmation personnelle, peut-être pour me rassurer, je sais pas. Alors les acides gras, donc on en a déjà un peu parlé, saturés, donc vous avez vu c'est des longues chaînes comme ça, et alors ça va de 1 carbone jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 24 carbones, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Les saturés, et puis les insaturés, eh bien il peut y en avoir avec une insaturation, donc une double liaison, il peut y en avoir avec 2, il peut y en avoir 3, 4, et même jusqu'à 5. Plus vous avez de double liaisons, et plus ces molécules sont chimiquement réactives. Et l'organisme en profite pour construire plein de choses. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans... Alors c'est lequel qui est dans l'huile de lin? Sans doute le linolénique, ils ont oublié le N. Plus vous avez de double liaison et plus c'est sensible à l'oxygène de l'air. Donc ces huiles-là, l'huile de lin, il faut la conserver au frigo. Il y en a qui ont essayé d'inventer, de mettre un gaz, de l'azote au-dessus pour éviter le contact. Achetez-la en petites bouteilles à consommer le plus vite possible et conserver au frigo. Voilà. Pour éviter les bêtises de l'oxygène de l'air. Parce que sachez aussi, en passant, que l'oxygène de l'air est aussi un poison. Je sais que je vais beaucoup vous choquer ce soir, je vous l'expliquerai un petit peu.
Alors les acides gras saturés, là, M. Nespolo l'explique bien. Alors, les oméga 3, ça veut dire quoi? Alors, prenons cet acide-là, l'alpha-linolénique. Il a 3 doubles liaisons. Ça, c'est le début, la fonction acide. Ça, c'est la fin. Eh bien, par convention, le carbone, le numéro du carbone sur lequel commence la première double liaison, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir. Hein. Le numéro du carbone, eh ben, ça va donner l'oméga. Eh ben là, vous voyez, la première double liaison est sur le carbone 3, c'est un oméga 3. Ici, la première double liaison, c'est sur le carbone 6, c'est un oméga 6. Vous voyez, c'est simple. Hein. Ici, le premier, c'est sur le carbone 9, c'est un oméga 9. Donc voilà l'histoire des omégas, c'est lié à la structure donc où se trouvent les doubles liaisons. Et puis bon, il faut encore dire combien de carbone en tout, enfin, n'entrons pas dans le détail. Alors ça, juste un petit exemple pour l'histoire de l'oxygène. Donc là, j'ai repris l'alpha-linolénique avec 3 doubles liaisons. La première commence sur le carbone 3, c'est un oméga 3. Et puis, en chimie, on a appris que tous les atomes d'hydrogène qui sont accrochés sur le carbone juste à côté des doubles liaisons, eh bien, ces liaisons hydrogènes sont extrêmement réactives. Et l'oxygène qui n'est pas fou, eh bien, dès qu'il rencontre une molécule comme ça, eh bien, il va attaquer cet hydrogène, il va l'arracher, et puis ensuite il va s'accrocher directement, l'oxygène, et puis cette molécule, cet hydroperoxyde, c'est pas stable, ça se casse, et ça forme des radicaux libres, et ça vous avez déjà entendu aussi, les radicaux libres, c'est toxique, effectivement, et l'origine s'explique extrêmement facilement. Donc, je redis que les acides gras polyinsaturés, très fragiles, rancissement rapide, donc protégez-les. Alors là aussi, c'est une très belle réaction chimique que je ne vais pas vous expliquer, mais cette fois-ci, l'oxygène va servir. Donc l'enzyme, qui n'est pas bête, utilise cet acide arachidonique, capte de l'oxygène, l'accroche dans cette position, fait un certain nombre de transformations et fabrique une enzyme qu'on appelle une prostaglandine. Voilà. Donc là, merci l'oxygène. Donc on peut faire des prostaglandines, on peut faire des leucotriènes, on peut faire des thromboxanes. Alors on en a parlé un peu. Comment transporter des molécules de lipides qui ne sont pas solubles dans l'eau, comment les transporter dans du sang? Eh bien, il y a des protéines qui viennent se grouper autour. Et puis sur les protéines, il y a des endroits qui ont une affinité pour l'eau. Ou alors on accroche les choses comme ça avec les parties hydrophiles autour. Et puis voilà, on trimballe les lipides comme ça. Donc les HDL, les LDL, c'est des choses comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle tellement des oméga 6 et des oméga 3? C'est parce que leur rôle au niveau de notre santé n'est pas tout à fait le même. Et alors, comme le dit Nespolo, les oméga 6 ont tendance à favoriser les processus inflammatoires, alors que les oméga 3 ont tendance à combattre les états inflammatoires. Donc chaque fois que vous êtes victime d'un problème d'inflammation, eh bien, prenez dans l'alimentation beaucoup plus d'oméga 3. En principe, il faut, là il dit le rapport entre les deux, il faut à peu près au maximum 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Parce qu'on trouve beaucoup plus facilement des oméga 6. Donc 4 sur 6, ça va. Mais s'il y en a beaucoup plus d'oméga 6, problème. Alors où trouve-t-on les lipides? Donc les huiles et les graisses, d'origine animale, le beurre, les graisses des viandes, des œufs, du lait, sein doux, lard, foie gras, d'origine végétale, fruits oléagineux, olives, avocats, noix de coco, noix, noisettes, amandes, pignons, pistaches. N'oubliez pas toute cette série. Excellente source de gras. Et je vous ai déjà annoncé que le gras était intéressant et qu'il ne fallait surtout pas abandonner le gras. La graisse, les graisses des légumineuses et puis la graisse de palme.
Alors la noix de coco, on dit aussi beaucoup de bien en ce moment sur l'huile qui fige d'ailleurs très facilement. Voilà, donc vous faites votre choix dans tout ça. Et alors si vous êtes intéressé, et s'il vous faut surtout des oméga 3, ben vous irez surtout chercher du gras dans là où il y a le plus d'oméga 3. Et en général, maintenant, on le trouve sur les étiquettes. Je ne sais pas s'il y a la quantité, mais sur les étiquettes, il me semble que la composition, c'est dans l'ordre décroissant de l'importance de la présence. Hein, c'est bien ça. Donc si oméga 3, c'est cité relativement tôt, c'est bon.